Le soleil se couchait sur les collines de la Côte d'Azur, peignant le ciel d'un orange flamboyant qui se reflétait sur les vitres immaculées de la villa perchée au-dessus de la mer Méditerranée. Alexandre Duval, un millionnaire autodidacte dont la fortune s'était bâtie sur des investissements audacieux dans la technologie et l'immobilier, descendait enfin de son jet privé à l'aéroport de Nice. Après 6 mois interminables en Asie, à négocier des contrats qui valaient des centaines de millions, il n'aspirait qu'à une chose, retrouver sa famille. Sa femme, Élise, avec son sourire éclatant et sa grâce intemporelle, et leurs 2 petites filles, Sophie et Camille, âgées de 5 et 7 ans, qui devaient l'attendre avec des dessins maladroits et des câlins interminables. Alexandre ajusta sa cravate en soie, encore imprégnée des odeurs d'encens et de rues bondées de Singapour. Son chauffeur, un homme discret nommé Pierre, l'attendait avec la Bentley noire, moteur ronronnant comme un chat satisfait. « Bon retour, monsieur Duval », dit Pierre en ouvrant la portière, son visage impassible ne trahissant aucune émotion particulière. Alexandre hocha la tête, distrait, son téléphone vibrant déjà de messages professionnels qu'il ignora. Il voulait savourer ce moment de retour, imaginer les rires des enfants résonnant dans les couloirs marbrés de la Villa Point et la route serpentait le long de la côte, les vagues s'écrasant en contrebas avec une régularité hypnotique. Alexandre ferma les yeux un instant, repensant à Élise. Leur mariage avait été un conte de fées moderne, lui, l'entrepreneur ambitieux issu d'un quartier modeste de Paris, elle, la fille d'une famille aristocratique déchue, avec un passé qu'elle évoquait rarement. Ils s'étaient rencontrés lors d'une soirée de gala à Monaco, et depuis, leur vie avait été un tourbillon de luxe et de secrets bien gardés. Les filles étaient venues comme un cadeau inattendu, apportant une joie pure dans leur existence otherwise si calculée. Mais quelque chose clochait ce soir-là. À mesure que la voiture approchait de la villa, Alexandre remarqua l'absence de lumière aux fenêtres. D'habitude, Élise allumait tout, les lustres en cristal, les lampes extérieures qui illuminaient le jardin comme un palais enchanté. La maison semblait plongée dans une obscurité inhabituelle, seulement percée par la lueur faible d'une lampe dans le salon. Son cœur se serra légèrement. Peut-être une surprise ? Élise adorait les jeux, les petites mises en scène pour pimenter leur routine. Pierre gara la voiture dans l'allée circulaire, et Alexandre descendit rapidement, sa valise à roulettes oubliée dans le coffre. Il pressa le pas vers la porte d'entrée massive en chêne sculpté, clé en main. Mais la porte n'était pas verrouillée. Elle s'ouvrit avec un grincement sinistre, comme si la maison elle-même murmurait un avertissement. « Élise ?» Les filles, appela-t-il d'une voix qui se voulait assurée, mais qui trahissait une pointe d'inquiétude. Pas de réponse. L'air à l'intérieur était froid, stagnant, imprégné d'une odeur de nourriture oubliée, peut-être du dîner de la veille. Il alluma l'interrupteur du hall, et la lumière crue révéla un chaos subtil mais alarmant. Des jouets étaient éparpillés sur le sol, une poupée aux cheveux emmêlés, un puzzle inachevé représentant un château de contes de fées. La table du salon portait encore les traces d'un repas, des assiettes à moitié vides, un verre de vin renversé qui avait taché le tapis persan. Alexandre sentit un frisson lui remonter l'échine. « Sophie !» « Camille !» cria-t-il plus fort, sa voix résonnant dans les pièces vides. Et elle se précipita vers l'escalier en marbre, montant les marches 2 à 2, le cœur battant comme un tambour de guerre. La chambre des filles était au bout du couloir, décorée de rose et de blanc, avec des posters de princesses et des peluches alignés sur les lits. Il poussa la porte, et ce qu'il vit le figea sur place. Les 2 petites étaient là, blotties l'une contre l'autre sur le lit de Camille, enveloppées dans une couverture trop fine pour la fraîcheur de la nuit. Sophie, la plus jeune, suçait son pouce, les yeux rougis par les larmes séchées. Camille, l'aînée, leva la tête, ses cheveux blonds en désordre, et murmura d'une voix tremblante. « Papa !» Maman est partie. Le monde d'Alexandre s'effondra en un instant. Partie ? Élise, partie. Cela n'avait aucun sens. Il s'agenouilla près du lit, les prenant dans ses bras, sentant leur petit corps frissonner contre le sien. Quand ? Où est-elle allée ? Demanda-t-il, essayant de garder un ton calme pour ne pas les effrayer davantage. Camille, avec une maturité qui brisait le cœur, répondit, « Hier soir. Elle a dit qu'elle revenait vite, mais elle n'est pas revenue. On a attendu toute la journée. » Sophie éclata en sanglots, agrippant la chemise d'Alexandre comme si elle craignait qu'il disparaisse lui aussi. Les détails affluaient maintenant, comme une marée montante.
Alexandre remarqua que les armoires des filles étaient intactes, mais dans la chambre parentale adjacente, le placard d'Élise était grand ouvert, quelques vêtements manquant pas assez pour un voyage long, mais suffisamment pour une fuite précipitée. Sur la table de nuit, son alliance brillait sous la lampe, abandonnée comme un symbole brisé. Et puis, ce détail intrigant qui le glaça jusqu'aux os, une note froissée sur le lit, écrite de l'écriture élégante d'Élise. « Je suis désolée, Alex. C'est pour leur bien. Ne me cherche pas. » Pas d'explication, pas de numéro, juste ces mots qui pendaient comme une épée de Damoclès. Son esprit tourbillonnait. Élise avait-elle des problèmes? Des dettes qu'il ignorait? Une liaison? Non, impossible. Leur mariage était solide, du moins le croyait-il. Mais ces derniers mois, lors de leurs appels vidéo, elle avait semblé distante, préoccupée, évoquant vaguement des « affaires de famille » qu'elle gérait seule. Alexandre avait mis cela sur le compte de la fatigue, des enfants, de son absence prolongée. Maintenant, tout prenait une teinte sinistre. Et elle redescendit avec les filles dans les bras, les installant sur le canapé du salon avec des couvertures et un verre de lait chaud pour les apaiser. Sophie s'endormit presque aussitôt, épuisée par l'attente et la peur. Camille, elle, fixait son père avec des yeux emplis de questions muettes. « Elle va revenir, hein, papa » murmura-t-elle. Alexandre ravala sa propre panique. « Bien sûr, ma chérie. Je vais la trouver. » Mais intérieurement, la terreur le rongeait. Il attrapa son téléphone et composa le numéro de la police locale. « Allô ? C'est une urgence. Ma femme a disparu, et mes filles ont été laissées seules. » La voix à l'autre bout du fil était professionnelle, mais distante. « Monsieur, depuis quand ? Avez-vous des signes de lutte ? » Alexandre balaya la pièce du regard, pas de signes évidents de violence, juste ce vide oppressant. Il décrivit la note, les vêtements manquants, le verre renversé. « Nous envoyons une patrouille, monsieur Duval. Restez sur place. » En attendant, Alexandre fouilla la maison avec une frénésie contenue. Dans le bureau d'Élise, il trouva son ordinateur portable ouvert, l'écran affichant une page de messagerie électronique. Un message non envoyé, adressé à une adresse inconnue, « Je ne peux plus continuer comme ça. Les filles méritent la vérité. » La vérité ? Quelle vérité ? Son pouce accéléra. Élise avait-elle un secret de famille qu'elle lui cachait ? Il se rappelait vaguement ses récits évasifs sur son enfance, un père absent, une mère décédée jeune. Mais rien qui justifie une disparition. Dehors, la nuit s'était installée, les étoiles indifférentes au-dessus de la mer agitée. Alexandre s'assit près des filles, les serrant contre lui, sentant leur chaleur fragile contre son corps engourdi. Comment avait-il pu ne rien voir venir ? Lui, l'homme qui anticipait les marchés mondiaux, qui flairait les opportunités à des milliers de kilomètres, avait été aveugle à la tempête qui couvait dans son propre foyer. La sirène de la police approchait au loin, un hurlement qui semblait écho à sa propre détresse intérieure. Lorsque les officiers arrivèrent, deux hommes en uniforme, l'un jeune et nerveux, l'autre plus expérimenté avec une moustache grisonnante. Alexandre leur relata tout, la voix brisée. Ils inspectèrent la maison, prirent des photos, interrogèrent doucement Camille qui répétait inlassablement « Maman a dit qu'elle revenait ». Le détail intrigant revint hanter Alexandre, sur la note, au verso, une tache d'encre qui ressemblait vaguement à un symbole, un cercle avec une croix à l'intérieur. Était-ce un code ? Un indice délibéré ? Ou juste un accident ? Les policiers promirent une enquête rapide, mais leurs regards échangeaient une ombre de doute. Les disparitions comme celle-ci, parfois, c'est volontaire, murmura l'aîné en partant. Volontaire ? Élise les avait-elle abandonnés sciemment ? Cette pensée le transperça comme un poignard. Il berça les filles endormies, jurant intérieurement de remuer ciel et terre pour la retrouver. Mais au fond de lui, une voix murmurait que ce n'était que le début d'un cauchemar bien plus profond, où les secrets enfouis depuis des années allaient surgir comme des fantômes affamés. Et la nuit s'étira, interminable, tandis qu'Alexandre veillait, son esprit repassant en boucle les derniers mois. Élise avait mentionné une visite chez une vieille amie à Paris, un appel tardif d'un numéro inconnu qu'elle avait balayé d'un rire forcé. Était-ce lié ? Et ses filles, si innocentes, abandonnées dans cette immense maison vide, comment avaient-elles pu ? Le choc initial se muait en une colère sourde, mêlée à une peur viscérale.
Qu'avait-il fait pour mériter cela? Ou plutôt, qu'avait-elle caché qui pouvait tout changer, au petit matin, alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux? Alexandre prit une décision. Il ne se contenterait pas d'attendre la police. Il engagerait un détective privé, fouillerait le passé d'Élise, interrogerait ses amis. Mais pour l'instant, il devait protéger Sophie et Camille, ces deux petits êtres qui dépendaient de lui. Leur abandon était un cri silencieux, un mystère qui le consumait déjà. Et ce détail, cette note avec son symbole énigmatique, planait comme une ombre, promettant des révélations qui pourraient tout détruire. Les heures qui suivirent furent un tourbillon de chaos contrôlé. Alexandre avait installé Sophie et Camille dans la chambre d'amis au rez-de-chaussée, près du salon, pour qu'elles se sentent en sécurité. Les petites, épuisées par l'angoisse, s'étaient endormies blotties sous une couverture douce, leur respiration régulière contrastant avec le tumulte qui agitait l'esprit de leur père. La police était repartie avec des promesses d'enquête, mais Alexandre savait que le temps pressait. Il ne pouvait pas attendre les rouages lents de la bureaucratie. Assis dans son bureau au mur tapissé de livres anciens et d'écrans high-tech, il alluma son ordinateur portable, les doigts tremblants sur le clavier. L'écran d'Élise, qu'il avait apporté ici, affichait toujours ce message inachevé: « Je ne peux plus continuer comme ça. Les filles méritent la vérité. » Quelle vérité? Alexandre fouilla les dossiers récents, le cœur serré. Des factures impayées surgirent, d'abord des montants modestes pour des courses, des vêtements pour les enfants, rien d'alarmant pour un homme de sa fortune. Puis, plus profond dans les historiques de navigation, des recherches troublantes: comment disparaître sans laisser de traces, protection contre les dettes illégales, secrets de famille et adoption. Adoption? Élise n'avait jamais mentionné cela. Leur mariage avait été précipité, certes, mais elle avait toujours affirmé que Sophie et Camille étaient leurs enfants biologiques. Un doute glacé s'insinua en elle et elle décida d'appeler le détective privé qu'il employait occasionnellement pour des vérifications d'affaires. Marc Lefebvre, un ancien flic reconverti, répondit à la 3e sonnerie, sa voix rocailleuse trahissant une nuit blanche. Duval? À cette heure? Ça doit être grave. Alexandre relata les faits en quelques phrases hachées, envoyant par email la photo de la note et du symbole étrange. Trouvez-la, Marc. Peu importe le coût. Lefebvre promit des résultats rapides: je commence par tracer son téléphone et ses cartes de crédit. Revenez-moi dans 2 heures. En attendant, Alexandre arpenta la villa comme un lion en cage. Il descendit à la cave, un espace qu'Élise utilisait pour stocker des vins rares et des souvenirs familiaux. Au fond, derrière une étagère, il trouva une boîte en métal verrouillée. Forçant la serrure avec un outil improvisé, il découvrit un trésor de secrets, des photos jaunies d'Élise enfant, aux côtés d'une femme qui lui ressemblait trait pour trait sa mère, sans doute, mais aussi des documents officiels. Un certificat de naissance pour Élise, indiquant un nom de famille différent, non pas Beaumont, comme elle l'avait toujours dit, mais Rossi. Italien? Elle avait prétendu une ascendance française pure. Plus choquant encore, un dossier médical: Élise avait subi une hystérectomie à 20 ans, suite à un accident. Impossible qu'elle ait porté les filles. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Sophie et Camille n'étaient pas leurs enfants biologiques? Adoptés? Ou pire? Alexandre s'assit par terre, la boîte ouverte sur les genoux, les photos tremblant dans ses mains. Les filles avaient les cheveux blonds d'Élise, ses yeux vermeils. Était-ce une coïncidence? Il se rappelait les grossesses. Élise avait insisté pour accoucher dans une clinique privée en Suisse, loin de tout. Pas de photos des ventres arrondis, pas de souvenirs partagés. Avait-elle tout simulé? Pourquoi? Pour lui? Pour l'argent? Son téléphone vibra, un message de Lefebvre. Son téléphone est éteint depuis hier soir, dernière localisation à la villa. Mais j'ai tracé une carte de crédit, un retrait de 50 000 € ce matin, à une banque à Monaco. Et un billet de train pour Paris, acheté en ligne il y a 2 heures. Paris. Élise avait mentionné cette vieille amie, là-bas. Alexandre bondit sur ses pieds, attrapant ses clés. Il réveilla doucement la nounou de confiance, une femme âgée nommée Marie, qui vivait à proximité. Surveillez-les, s'il vous plaît. Je reviens vite. Marie, alarmée mais loyale,
acquiesça sans poser de questions. Et la route vers Monaco fut un blur d'autoroute nocturne, les phares des voitures adverses comme des yeux accusateurs. Alexandre roulait vite, trop vite, son esprit bouillonnant de scénarios. Élise fuyant des dettes? Une double vie? Ou un danger extérieur, comme un ex-amant jaloux, un créancier impitoyable? Arrivé à la banque, il montra sa carte d'identité et exigea des détails, usant de son influence. Le directeur de nuit, impressionné par le nom Duval, révéla une vidéo de surveillance. Élise, pâle et nerveuse, retirant l'argent en liquide, jetant des regards par-dessus son épaule. Elle portait un manteau sombre, un chapeau masquant partiellement son visage. Mais c'était elle, sans doute. Dès Monaco, Alexandre prit le premier train pour Paris, un TGV qui filait dans l'aube naissante. Assis dans le wagon désert, il appela Lefebvre pour des mises à jour. J'ai creusé son passé, dit le détective. Élise Rossi, née en Italie, orpheline à 10 ans. Impliquée dans une affaire de fraude familiale, son père était un escroc notoire, mort en prison. Elle a changé de nom en arrivant en France. Alexandre sentit une nausée monter. Fraude? Était-ce héréditaire? Avait-elle épousé un millionnaire pour se cacher, ou pour profiter? À Paris, la gare de Lyon bruissait de voyageurs pressés. Lefebvre avait tracé l'adresse de El Ami, un appartement modeste dans le Marais. Alexandre s'y rendit en taxi, le cœur cognant. La porte s'ouvrit sur une femme d'une 50aine d'années, aux traits fatigués, qui blêmit en le voyant. Vous êtes le mari d'Élise? Entrez vite. À l'intérieur, l'appartement était exigu, encombré de livres et de photos. Et là, sur le canapé, Élise. Vivante, mais transformée, les yeux cernés, les mains tremblantes serrant une tasse de thé. Alex. Comment m'as-tu trouvé? Les mots jaillirent comme un torrent. Alexandre exigea des explications, sa voix montant en crescendo. Élise, les larmes coulant, commença à parler. Je n'ai pas pu te le dire avant. Les filles, elles ne sont pas de moi biologiquement. J'ai payé une mère porteuse en Ukraine, avec l'argent de mon héritage caché. Mais il y a plus, mon père n'était pas juste un escroc. Il avait des liens avec la mafia italienne. Ils m'ont retrouvé il y a des mois, exigeant une dette imaginaire de millions. J'ai simulé ma disparition pour les attirer loin de vous, pour protéger Sophie et Camille. La révélation frappa Alexandre comme un coup de tonnerre. Mafia? Dette? Il s'assit, abasourdi. Élise continua, la voix brisée, j'ai retiré l'argent pour payer un contact qui devait les faire taire. Mais ils savent pour les filles. Si je reste, ils viendront. Et toi, avec ta fortune, tu deviendras une cible. Un dilemme moral se dressa devant lui, acéré comme une lame. Protéger ses filles en laissant Élise partir, en acceptant ce mensonge sur leur origine? Ou chercher la vérité entière, risquant de tout détruire leur sécurité, leur famille, son empire? Élise tendit une vidéo sur son téléphone, un enregistrement flou d'hommes en costume sombre, menaçant, devant la villa il y a une semaine. Ils étaient là. J'ai fui pour vous sauver. Mais une nouvelle révélation compliqua tout. L'amie, prénommée Clara, intervint, Élise ne vous dit pas tout. Les filles, l'une d'elles, Sophie, est en réalité ma nièce. Élise m'a aidé à la cacher d'un père abusif. C'est un secret de famille plus profond. Alexandre sentit le monde basculer. Sophie, pas même adoptée via une porteuse, mais volée à une vie misérable? Élise hocha la tête, honteuse. Je l'ai fait par amour. Pour lui donner une meilleure vie. Mais maintenant, tout risque d'éclater. La tension montait, palpable. Alexandre devait choisir, alerter la police, exposant tout et risquant la perte des filles? Ou aider Élise à payer la mafia, entrant dans un monde de ténèbres qu'il avait toujours évité? Dehors, la pluie parisienne tambourinait aux fenêtres, comme un compte à rebours implacable. Élise le supplia, laisse-moi partir. Pour elle. Mais il savait que la situation s'embourbait, les secrets s'empilant comme des dominos prêts à tomber. Un appel de Marie vibra, les filles demandent après vous. Et, 2 hommes suspects rôdent près de la villa. Le danger était réel, imminent. Alexandre, déchiré, prit la main d'Élise. On affronte ça ensemble.
Mais dis-moi tout. La complexité du conflit l'engloutissait, chaque révélation creusant un abîme plus profond. Les heures suivantes furent un maelstrom de décisions. Alexandre contacta un avocat spécialisé en affaires internationales, organisant une rencontre secrète. Élise révéla plus, des témoignages écrits de Clara, confirmant l'abus sur Sophie enfant, justifiant l'enlèvement bienveillant. Mais était-ce légal? Moral? Alexandre, habitué aux négociations d'affaires, se retrouvait face à un dilemme viscéral, trahir Élise pour la vérité officielle, ou embrasser le mensonge pour préserver leur famille? La mafia, apprit-il via Lefebvre, était liée à des dettes de son père décédé, des millions volés lors d'une escroquerie. Élise avait hérité du fardeau. Une vidéo anonyme arriva sur son téléphone, les hommes en noir, filmés en train de surveiller la villa. Payez ou perdez tout, disait un message joint. La peur se mua en rage. Alexandre, pour la première fois, envisagea d'utiliser sa fortune non pour bâtir, mais pour détruire, engager des gardes, des hackers pour traquer ses ombres. Mais cela signifiait plonger dans l'illégalité, risquer sa réputation. Élise, voyant son tourment, murmura, « Si tu me laisses partir avec l'argent, je les paie et disparais. Les filles resteront avec toi, en sécurité. » Le choix le dévorait, abandonner sa femme pour sauver ses enfants, ou tout risquer pour une vérité qui pourrait les briser. La situation s'intensifiait, chaque seconde ajoutant une couche de complexité. Clara révéla un dernier secret, Camille, l'aînée, était bien de la porteuse, mais avec un donneur anonyme, pas Alexandre. Un test ADN caché dans la boîte le confirmait. Tout ce qu'il croyait savoir sur sa paternité s'effondrait. Était-il prêt à affronter cela? À mentir aux filles pour toujours? Le dilemme moral le consumait, le suspense à son comble, tandis que dehors, Paris bruissait indifférent à leur drame. La pluie martelait les vitres de l'appartement parisien comme un accusateur implacable, amplifiant le silence tendu qui régnait entre Alexandre, Élise et Clara. Alexandre fixait sa femme, les révélations précédentes tourbillonnant dans son esprit comme un ouragan destructeur. Sophie, nièce de Clara, arrachée à un père abusif, Camille, fruit d'une gestation pour autrui anonyme, la mafia italienne réclamant une dette fantôme héritée du père d'Élise, et lui, au milieu de ce chaos, déchiré entre l'amour pour ses filles et la trahison qui gangrenait son mariage. Ensemble, avait-il dit, mais les mots sonnaient creux maintenant, face à la réalité crue. Élise, les yeux emplis de larmes, serrait sa main comme si c'était la dernière fois. Alex, tu ne comprends pas l'ampleur. Si on reste unis, ils nous traqueront tous. Alexandre se leva, arpenta la pièce exiguë, ses pas étouffés par le tapis usé. Dehors, Paris s'éveillait sous un ciel gris, indifférent à leur drame. Il pensa aux filles, chez Marie, vulnérables dans la villa qui n'était plus un sanctuaire. L'appel de la nounou résonnait encore, des hommes suspects rôdaient. Il attrapa son téléphone et contacta Lefebvre, le détective. Envoyez des gardes à la villa. Immédiatement. Lefebvre, efficace comme toujours, confirma, c'est fait. Et pour la mafia? J'ai des contacts à Interpol. Alexandre hésita. Plonger plus profond signifiait franchir une ligne de millionnaires respectables à complices potentiels. Mais pour les filles, il était prêt à tout. Élise, sentant son tourment, se leva à son tour. Laisse-moi payer. J'ai l'argent. Ensuite, je disparais pour de bon. Clara hocha la tête, ajoutant, c'est la seule façon. Sophie, elle mérite une vie sans se passer. Mais Alexandre refusait. Non. On affronte. Dis-moi comment les contacter. Élise céda, révélant un numéro codé dans son téléphone. Un appel anonyme, un rendez-vous fixé dans un café discret du quartier latin, ce soir-là. Ils veulent 200 000 € en plus, murmura-t-elle. Pour clore l'affaire. Alexandre transféra l'argent depuis son compte offshore, les doigts tremblants sur l'écran. C'était risqué, illégal même, mais le dilemme s'imposait, sacrifier sa morale pour sauver sa famille, ou tout perdre dans un scandale public. Le café était un havre de normalité apparente, table en bois patiné, odeur de café fraîchement moulu, clients absorbés dans leur conversation. Alexandre arriva en premier, un sac discret contenant l'argent liquide retiré en urgence d'une banque complice. Élise le rejoignit, masquée par un foulard, Clara restant en retrait pour surveiller. Bientôt,
un homme s'approcha, costume impeccable, accent italien prononcé, yeux froids comme l'acier. Monsieur Duval. Vous avez ce qui nous appartient? Alexandre posa le sac sur la table, le cœur battant. Et maintenant, laissez-nous tranquilles. L'homme sourit, un rictus sans joie. Bien sûr. Mais d'abord, une petite vérification. Ce qui suivit fut un tourbillon de trahison inattendue. L'homme sortit un dossier de sa mallette, le glissant vers Alexandre. Votre femme n'est pas innocente, monsieur. Regardez. Les pages révélaient des emails, des transferts bancaires. Élise n'était pas une victime passive. Elle avait activement participé à l'escroquerie de son père, des années plus tôt, lavant de l'argent via des comptes suisses. Pire, elle avait utilisé la fortune d'Alexandre pour rembourser des dettes partielles, siphonnant des millions sans qu'il s'en aperçoive. Elle vous a épousé pour ça, ricana l'homme. Un bouclier riche. Et les filles? Juste un alibi pour vous attacher. Élise blêmit, tentant de nier, c'est faux. J'ai changé. Mais l'épreuve était accablante, signature numérique, date correspondant à leur voyage de noces, quand elle avait transféré des fonds. Alexandre sentit le monde chavirer. La femme qu'il aimait, la mère de ses enfants ou du moins, celle qu'il croyait être était au cœur d'un complot vaste, un réseau de fraude qui s'étendait bien au-delà d'une dette familiale. Clara, impliquée elle aussi, avoua sous la pression. Élise m'a payé pour garder le secret sur Sophie. C'était son plan pour vous piéger émotionnellement. Le choc fut viscéral, comme un poignard en pleine poitrine. Alexandre se leva, renversant sa chaise dans un bruit sourd qui attira les regards. Pourquoi? Hurla-t-il à Élise, les larmes coulant malgré lui. Elle s'effondra, sanglotant, au début, oui, pour l'argent. Mais ensuite, je t'ai aimé. Vraiment. Les filles m'ont changé. L'homme italien, impassible, empocha l'argent et disparut dans la foule, laissant le couple face à leur ruine. Alexandre, dévasté, comprit l'ampleur de ses choix passés, son aveuglement, sa confiance absolue, avait permis ce mensonge. Mais la révélation finale le frappa comme un éclair en fouillant le dossier, il trouva un test ADN récent, Camille était bien sa fille biologique. Élise avait menti sur la porteuse, elle avait porté l'enfant en secret, malgré son hystérectomie prétendue, qui n'était qu'une couverture pour cacher une grossesse illégitime? Non, le document médical était falsifié. Élise avait tout inventé pour le manipuler, utilisant une clinique complice pour simuler des complications. Cette dernière vérité changea tout. Alexandre n'était pas un père adoptif trompé, il était le père biologique de Camille, et Sophie, bien que, empruntée, avait été sauvée d'un enfer réel. Élise n'était pas une victime, mais l'architecte d'un complot pour s'approprier sa vie, sa fortune, tout en construisant une famille factice pour le retenir. Le retournement était stupéfiant, ce qu'il avait pris pour un danger extérieur était une machination interne, ourdie par la femme qui l'idolâtrait. Dehors, sous la pluie battante, Alexandre affronta Élise une dernière fois. Pars. Prends l'argent restant. Mais ne reviens jamais. Elle pleura, implorant le pardon, mais il la repoussa, le cœur brisé en mille éclats. Clara, complice réticente, fut livrée à la police anonymement via Lefebvre, un appel discret qui scella son sort. Alexandre rentra à la villa en avion privé, les heures de vol un calvaire de réflexion tourmentée. Qu'avait-il fait pour changer tout? Il avait choisi de payer, de plonger dans les ténèbres, seulement pour découvrir que le vrai monstre était à ses côtés. Cette action, censée sauver, avait révélé la pourriture au cœur de son monde. À la villa, les filles l'attendirent, innocentes et fragiles. Sophie courut dans ses bras, Camille suivant avec un sourire timide. « Maman » demanda-t-elle. Alexandre ravala ses larmes, s'agenouillant à leur hauteur. « Maman a dû partir pour un long voyage. Mais je suis là. Pour toujours. » Il les serra fort, sentant leur chaleur guérir un peu son âme écorchée. Mais intérieurement, le choc persistait, il devait maintenant reconstruire, seul, une famille sur des fondations de mensonges. Appellerait-il les autorités pour Élise? Risquerait-il un scandale qui exposerait les origines de Sophie? Non, décida-t-il. Pour elle, il mentirait. Il deviendrait le gardien de secrets, transformant la trahison en bouclier. Les jours suivants furent un mélange de douleur et de résolution.
Alexandre engagea des gardes permanents, renforça la sécurité de la villa, et commença une thérapie discrète pour les filles et pour lui. Il fouilla plus profond dans les affaires d'Élise, découvrant des comptes cachés qu'il gela, récupérant une partie de sa fortune volée. Mais la révélation finale le hantait. En examinant une dernière photo du dossier, il vit Élise, jeune, aux côtés de son père escroc, souriant comme si tout était un jeu. Elle n'avait jamais changé, elle avait juste perfectionné l'art de la manipulation. Et la nuit, seul dans son lit immense, Alexandre fixait le plafond, les vagues de la Méditerranée berçant ses pensées. Ce qu'il avait fait payer, confronté, rejeté avait tout changé. Il n'était plus le millionnaire insouciant, il était un père marqué, un homme brisé mais résilient. Les filles dormaient paisiblement, ignorant le tourbillon qui avait failli les emporter. Et lui? Il vivrait avec le choc, une réflexion amère sur la confiance aveugle, jurant de protéger ses petits êtres coûte que coûte. La vie continuait, mais altérée à jamais, un écho de secret qui murmurait dans le vent côtier. Pourtant, un dernier twist le secoua, un appel anonyme, des semaines plus tard. Monsieur Duval, votre paiement a été apprécié. Mais Élise, elle n'était pas seule dans le complot. Une voix familière, l'homme italien? Non, pire, c'était Pierre, son chauffeur loyal, impliqué depuis le début. Alexandre raccrocha, le cœur glacé. Le complot s'étendait encore, des racines profondes dans son entourage. Il licencia Pierre sur le champ, renforçant ses défenses. Cette révélation ultime changea sa perspective. La trahison n'était pas finie, elle était un hydre qu'il devait combattre seul. L'histoire se termina sur cette note de choc perpétuel, Alexandre veillant sur ses filles sous les étoiles, conscient que la vérité, une fois déterrée, ne se rendormait jamais vraiment. La famille, reconstruite sur des cendres, portait l'empreinte indélébile de ses choix, des choix qui avaient sauvé, mais à quel prix? Une réflexion profonde l'envahit, l'amour véritable n'était pas dans les liens du sang, mais dans la volonté de protéger, même au prix de son âme.